Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Genèse et structure des cahiers pour une morale. Introduction. Dans la conclusion de L'être et le néant, 1943, Sartre annonce qu'il consacrerait un futur ouvrage au problème moral. Et il annonce déjà la couleur et la perspective philosophique de ce prochain livre, en affirmant que l'ontologie ne saurait formuler elle-même les prescriptions morales. Elle s'occupe uniquement de ce qui est, et il n'est pas possible de tirer des impératifs de ces indicatifs. Elle laisse entrevoir cependant ce que sera une éthique qui prendra ses responsabilités, en face d'une réalité humaine en situation. Ce programme, esquisse, élaboration d'une éthique de la responsabilité et du choix sur des fondements ontologiques, n'a cependant pas été immédiatement exécuté et mis en œuvre par Sartre, bien que le projet de fonder une morale fût encore antérieur à L'être et le néant, comme le souligne à juste titre Arlette Elkaïm Sartre, dans sa note de présentation des cahiers pour une morale, qui n'ont été écrits qu'en 1947 et 1948 et qui n'ont été publiés à titre posthume en 1983, 3 ans après la mort de Sartre. La rédaction de ce cahier tombe donc dans une époque où Sartre, dans le souci de créer un rassemblement politique humaniste et révolutionnaire indépendant du PCF et de la gauche non communiste, SFIO, avait fondé avec David Rousset, le RDR, Rassemblement démocratique révolutionnaire, mouvement d'intellectuels de gauche hétéroclite, anti-réformiste, anti-stalinien, humaniste et révolutionnaire qui, dans les 6 mois de son éphémère existence, n'avait pas pu imposer vraiment comme un parti politique alternatif ayant une audience et une assise sociale suffisamment large et crédible, face aux appareils politiques du PCF et de la SFIO. C'était donc bientôt l'échec et l'autodissolution de ce mouvement. Mais c'était aussi l'époque de la reconstruction, après la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale, celle de la guerre froide, et de la crainte d'une guerre nucléaire entre les deux superpuissances pouvant mener au globocide. De nombreuses pages des cahiers portent la marque de cette crainte. Elles annoncent aussi l'imminence du tournant de Sartre vers le marxisme. Comme l'atteste, entre autres, le tout dernier paragraphe de L'être et le néant, Sartre affiche maintenant vraiment l'ambition de compléter ses recherches ontologiques et phénoménologiques précédentes par une vaste étude consacrée au problème moral, et le résultat de cet effort sera bien la rédaction de ses Notes pour la morale, tomes 1 et 11, qui constituent le corpus véritable des cahiers pour une morale que les éditions Gallimard ont publiés, avec 2 annexes, en 1983. Les 2 appendices sont A. Un texte de 1945 intitulé Bien et subjectivité, et B. Une étude sur l'oppression des Noirs aux États-Unis que Sartre avait sans doute l'intention d'incorporer à sa morale. On y trouve d'ailleurs aussi, pour la première fois, l'évocation de la violence révolutionnaire, thème qui annonce déjà ses études ultérieures consacrées à la violence colonialiste et la légitime contre-violence des opprimés. 6. Ce qui rend la lecture de ces Notes pour la morale, l'intitulé originaire des cahiers pour une morale, si difficile, c'est le manque de structure, c'est entre autres, l'absence d'une table des matières. C'est le caractère un peu désordonné de ces notes, même si les longs développements de ces textes sont d'une qualité philosophique tout à fait exceptionnelle. C'est ce manque de systématisation qui est sans nul doute l'obstacle majeur pour la lecture des cahiers. Mais en dépit de ces défauts, leur lecture reste toujours fascinante, précisément à cause de la richesse et du niveau exceptionnel des analyses sartriennes, par exemple celles consacrées à une ontologie de l'oppression. 7. Les cahiers pour une morale n'ont d'ailleurs ni introduction ni préface. Mais il ne peut relever du hasard que le cahier I commence par une critique de l'attitude ontologique du chrétien, et par le constat que la maxime « faire la moralité pour être morale » ou « faire la moralité pour faire la moralité » est empoisonnée. Il faut que la moralité se dépasse vers un but qui n'est pas elle. Donner à boire à celui qui a soif, non pour donner à boire ni pour être bon, mais pour supprimer la soif. La moralité se supprime en se posant, elle se pose en se supprimant. Elle doit être choix du monde, non de soi. Ces affirmations annoncent donc encore assez vaguement une morale éthique ontologique du choix, subjectif, qui ne peut être que celle du pour soi agissant, en tant que conscience, dans le contexte de la responsabilité et de la liberté à laquelle nous sommes condamnés. Et ce choix est bien celui d'une existence authentique, libérée de l'inauthenticité de son être dans le monde.
Ce postulat de Sartre de la possibilité d'une existence authentique n'est nullement contradictoire avec son ontologie, car l'inauthenticité et l'authenticité ont pour fondement commun un principe constitutif contingent de l'existence humaine, qui est en même temps le moyen et la théorie sartrienne de la liberté autonome s'autodéterminant. L'objectif premier de cette recherche sera donc l'analyse de l'articulation de cette ontologie de la liberté avec cette théorie sartrienne de l'existence authentique et son rapport étroit avec l'esquisse d'une morale existentialiste. De liberté authentique et morale existentialiste du choix. L'élaboration par Sartre de cette philosophie morale, sur des fondements ontologiques existentiels, dans le contexte de sa théorie de l'existence authentique et inauthentique, a bien sûr suscité de nombreuses réactions. Parmi les livres les plus connus qui y ont été consacrés, on doit signaler en premier lieu l'ouvrage de Francis Janson, l'ami de Sartre à l'époque de la guerre d'Algérie et des porteurs de valises, qui publia déjà en 1965, aux éditions du Seuil, un livre important consacré au problème moral et la pensée de Sartre, avec une préface de Sartre. Simone de Beauvoir s'est également intéressée assez tôt à la morale de Sartre, et le livre qu'elle a consacré à cette même thématique, focalisé sur une morale de l'ambiguïté, livre conçu comme le prolongement de Pyrrhus et Cinéa où elle s'efforce de fournir à la morale existentielle un contenu matériel, se lit comme le meilleur résumé et commentaire possible des thèses sartriennes, sans nul doute aussi à cause du fait qu'il s'agit là en même temps d'une excellente défense de l'existentialisme contre les accusations de ses détracteurs. Finalement, André Gortz, l'ami et disciple de Sartre, l'auteur du célèbre roman Le Traître, consacré au problème d'identité d'un émigré apatride, complètement déraciné qui était en réalité Gortz lui-même, a publié en 1977 un grand livre intitulé Fondements pour une morale où l'élève, le disciple de Sartre s'inspire apparemment beaucoup du maître pour sa propre tentative d'une refondation ontologique de la morale et de l'éthique qui se situe tout à fait, à quelques nuances près, dans la continuité des recherches et de l'approche sartrienne. C'est à Francis Janson qu'incombe incontestablement le mérite d'avoir le premier mis en évidence que l'ontologie sartrienne nous a révélé que les différentes tâches du pour soi peuvent faire l'objet d'une psychanalyse existentielle, car elles visent toutes à produire la synthèse manquée de la conscience et de l'être sous le règne de la valeur ou cause de soi, et que du point de vue humain, être fondement de lui-même ou la conscience coïncidant parfaitement avec soi est absolument contradictoire et par conséquent inconcevable. 12. Or l'homme agit toujours à partir de sa situation. Sa manière d'agir renvoie toujours au choix qu'il fait de lui-même. 13. Car l'homme est toujours livré à lui-même, abandonné, seul, libre et injustifiable. Il faut donc qu'il invente sa route, mais inventer sa route, c'est s'inventer soi-même, c'est librement se choisir. Quel est donc le rapport de cette liberté à l'ontologie ? Et comment ce rapport s'articule-t-il avec le problème de l'existence inauthentique et celui de l'éthique de la liberté ? Notons d'abord que dans l'existentialisme est un humanisme, 1945, la morale de la liberté est fondée par Sartre ontologiquement sur le fait contingent de la liberté humaine. Comme le souligne Teschenwälder-Kuntze, cela a comme conséquence que le principe de constitution qui est le fondement de toute existence humaine, sera à même de considérer et de juger les structures respectives de la conscience et de l'action comme fausses, inauthentiques ou authentiques. Et il en découle, nécessairement, que la forme authentique de la morale sera dérivée de la réflexion du sujet, sans pour autant que cette forme authentique ait une validité normative pour le pour soi, puisqu'il ne s'agit que de la détermination d'un projet. C'est la raison pour laquelle la norme éthique fondamentale ne peut se manifester qu'au niveau de l'intersubjectivité. 16. Autrement dit, dès que les valeurs sont posées normativement. À partir du projet inauthentique du sujet, l'inauthenticité subjective, du pour soi, se transforme intersubjectivement en comportement moral. 17. Dans la mesure où l'existentialisme est un humanisme revendique explicitement la forme universelle de la morale, 18. Sartre vise décidément aussi une structure ontologique nouvelle de l'intersubjectivité. C'est précisément cette revendication qui est formulée, dès le premier chapitre du premier cahier des cahiers pour une morale, où Sartre réaffirme qu'il recherche l'universel concret, c'est-à-dire l'unanimité des humains qui se trouvent dans la même situation historique. L'ontologie existentialiste, dit-il, est elle-même historique. Il y a événement premier,
c'est-à-dire l'apparition du pour soi par la réalisation de l'être. La morale doit être historique, c'est-à-dire trouver l'universel dans l'histoire et le ressaisir dans l'histoire. Par ces affirmations, Sartre nous impose tout simplement la conclusion que parce que l'ontologie existentielle est historique, la morale de l'existence doit elle-même être aussi historique. 3. Qu'est-ce une morale de la liberté en situation ? L'existence morale s'adresse donc prioritairement selon Sartre à l'universel abstrait. Mais en revendiquant la dissociation de l'universel et de son extension finie, Sartre se tourne résolument vers une morale concrète qui serait, comme il le souligne, dans les cahiers pour une morale, le produit d'une synthèse de l'universel et de l'historique. À la différence d'autres éthiques et morales esquissées à partir de principes abstraits, universellement valides, comme par exemple l'éthique kantienne, Sartre insiste beaucoup sur le fait qu'un changement de la situation historique et sociale concrète peut faire perdre tout sens à cette exigence morale. Il ne reste donc qu'une seule issue à ce dilemme, développer davantage la notion d'universel concret, pour que la morale puisse être plus large et plus profonde. Il faut, à vrai dire, créer l'universel concret. 21. En formulant cette exigence, Sartre défie non seulement toutes les éthiques religieuses fondées sur des principes éthiques et moraux qui sont justifiés et dogmatiquement imposés en tant que commandement divin, auquel Sartre oppose l'universalisme concret d'une morale concrète à créer qui est nécessairement laïque et athée, mais aussi l'éthique kantienne du devoir, avec son postulat du respect de la loi morale et son impératif catégorique, comme principe contraignant la volonté subjective à respecter la loi morale. Bien que cette éthique soit fondée sur des principes universellement valides et toujours fondée en raison, donc, sur la liberté, elle implique apparemment, aux yeux de Sartre, c'est la finalité de sa critique de l'éthique kantienne, des restrictions inadmissibles à cette liberté, à savoir à son autonomie et son indépendance, précisément par l'exigence d'une obéissance inconditionnelle aux impératifs et commandements de la loi morale. La liberté qui soutient pour Kant l'impératif catégorique, dans les cahiers pour une morale, est nouménale, donc liberté d'un autre. Elle est séparée par ce léger et rude néant, qui suffit pour que je ne le sois pas. Elle est projection de l'autre dans le monde nouménal. Il n'y a d'exigence que pour une autre liberté. Donc la morale du devoir et du droit suppose nécessairement la détotalisation. Elle suppose en même temps que chacun soit pour l'autre, donc une quasi-totalité. Elle est négative et dépend des autres. Elle existe parce qu'elle est fin. Mais comme elle n'est fin que parce qu'elle existe, elle est finalement une fin qui se pose par soi et qui se mène jusqu'à l'existence par l'intermédiaire des autres. Ainsi elle est finalement cause à sui. 4. La critique sartrienne de l'éthique kantienne du devoir. Cette critique du concept de liberté de Kant comme liberté d'un autre et projection de l'autre dans le monde nouménal est alors complétée par la critique radicale du principe même de l'obligation que comporte cette éthique du devoir, donc de l'impératif catégorique kantien. Tu dois donc tu peux, affirme Sartre, cela a chez Kant une signification analytique acceptable. Cela signifie, l'obligation implique que tu ne sois pas dans les maillons du déterminisme. Une intention libre est possible puisqu'elle est exigée et le fait même interhumain de l'exigence implique l'exigence de la liberté, car seule une liberté peut même concevoir l'exigence. Il ne s'agit pas seulement de concevoir et de vouloir un acte. Il faut encore que la situation le rende possible et que je sache. L'exigence, cependant, ne se laisse conditionner a priori par rien. Et le « tu dois donc tu peux » implique une prétention magique et optimiste sur le monde. La finalité de la critique sartrienne va donc clairement dans le sens de reprocher au philosophe de Königsberg de ne pas avoir assez fondé sa morale en tant que philosophie pratique sur la liberté, avec sa dimension existentielle et situationnelle, mais sur des postulats et exigences éthiques dont l'universalité est justifiée par la raison et la nécessité de respecter la loi. Certes, Sartre doit admettre qu'on peut toujours trouver un moyen terme entre une situation économique, sociale, biologique, psychologique déterminée, et un impératif universel. Et on peut le trouver précisément parce que la liberté est insondable, c'est-à-dire qu'elle est par-delà le possible et l'impossible. Il y a donc une confiance en la liberté de l'homme qui la pose comme si c'était la liberté de Dieu, c'est-à-dire la liberté créatrice absolue. 24. Il doit aussi concéder que dans ce contexte précis,
la moralité de l'exigence peut être telle qu'elle doit pouvoir compter sur l'obéissance du monde. On peut donc à la rigueur admettre des situations extrêmes où l'obligation ne peut se réaliser. Mais ceci n'est nullement aux yeux de Sartre un argument contre l'évidence que toute tentative pour fonder l'obligation, le devoir, sur la seule liberté du sujet, comme nous l'enseigne Kant, doit être vouée à l'échec. Autrement dit, si la liberté du sujet a un vrai sens, elle ne peut qu'exister que sous la forme d'une liberté individuelle autonome proposant à soi-même ses buts en tenant compte de la situation. Les buts lui sont inspirés par la situation. Et cette situation est toujours historique et existentielle. En conséquence, pour Sartre, la liberté n'est pas exclusivement réductible, comme dans la philosophie kantienne, à la faculté du sujet connaissant d'agir librement selon des principes rationnels universellement valides, mais elle est a priori dépassement d'un autrui que je suis et d'un certain nombre d'objets extérieurs. Elle n'est pas définie exclusivement par le télos ou l'acte, à savoir l'action d'une volonté subjective, libre arbitre, envers la réalisation d'un but, objectif, mais elle est saisie essentiellement ontologiquement comme transcendance et dépassement de mon être en situation vers un objet extérieur. Elle n'est pas définie par l'acte, l'action d'une volonté subjective s'extériorisant, créant un non-moi, objet, à partir d'un moi, divisible, comme dans la philosophie idéaliste transcendantale de Fichte. Elle est essentiellement transcendance et projet de l'avenir. Comme le note Sartre, ce dépassement se donne comme devant constituer un avenir à cet ensemble d'objets, c'est-à-dire comme projet d'une autre distribution de l'être qui m'investit. Je suis dépassement de cet être-ci, et c'est parce que je dépasse cet être-ci que je suis ce dépassement-ci. Tout se passe donc comme si par mon surgissement dans le monde, je dévoilais un avenir de ce monde qui m'attendait. Mais cet avenir où je suis engagé est comme une face non encore tournée vers moi des objets. 27 Ce dépassement est donc indiqué par les choses qui m'entourent. Il est mon possible, mon opération possible. Il se révèle comme étant possible de ces choses. Là, en effet, chaque moyen devient essentiel parce qu'il est structure partielle de la fin. Il va de soi pour Sartre que toute création s'opère exactement par le même processus. On crée avec de l'être dans ce monde-ci. Mais en ce qui concerne le rapport moyen-fin, Sartre tient à préciser que si nous partons de l'être dans le monde, c'est-à-dire du rapport originel et ontologique de l'homme au monde, et s'il est bien entendu que l'homme se constitue dans et par le dépassement du monde, la fin et le moyen total sont indiscernables. Car le monde comme avenir éclaire le monde présent et le monde présent est esquisse figée du RNONDC à venir, et tous les traits concrets du monde à venir sont fournis au projet par ceux du monde présent. Ainsi puis-je dire que j'apprends mes fins dans le monde, c'est-à-dire que j'apprends mes fins par les moyens. 30. Selon Sartre, il y a donc une espèce de liberté derrière ma liberté qui exige cette affirmation des désirs concrets dans un choix absolu. Celle-ci est elle-même ce choix inconditionné. Mais elle fait aussi naître ma liberté non pour décider souverainement de la fin, mais pour inventer les moyens. Cette liberté derrière la liberté est donc pur choix absolu de la fin, pur surgissement ex nihilo de la fin au bout du projet. Ma liberté est donc pure liberté d'adhésion au choix. Elle est contrainte d'affirmer le non-conditionnement par les moyens. Le monde devient pour elle un fantôme sans consistance sur quoi elle est maîtresse. Elle choisit ce qu'elle n'a pas choisi. Elle ne choisit pas ce qu'elle choisit. Ce faisant, elle affirme son autonomie totale face au moment de l'hétéronomie lorsqu'on est sur le plan du déterminisme psychologique. L'hétéronomie ne peut cependant venir au pour soi, à une liberté que par une autre liberté. Elle consiste justement en ceci qu'une liberté choisit le choix de l'autre parce que l'autre a librement fait son choix. 34-11 Il y a donc une liberté primaire et une liberté seconde qui sont unies dans l'unité de l'acte. Mais tant que je suis engagé dans le projet, je ne sens plus la volonté de l'autre. J'existe ma liberté inconditionnée, et je suis mon propre projet dans son autonomie. J'invente les moyens pour une fin absolue. 35 C'est ici qu'intervient le problème des valeurs. Précisément, parce que l'éthique, la morale comme réalisation de la liberté authentique et concrète ne peut revendiquer l'authenticité que si elle reconnaît en même temps l'ambiguïté de la structure ontologique. Vers une morale de l'ambiguïté. Si Simone de Beauvoir a intitulé son livre «
publié en 1947 et rédigé en même temps que Sartre écrivait les cahiers pour une morale de l'ambiguïté, elle fait directement allusion à cela. Selon le point de vue de la compagne de vie de Sartre, cette ambiguïté s'exprime précisément dans la dualité entre facticité et transcendance, entre être et énéantisation de l'être. Mais il s'agit pour Sartre, comme le montre S. de Beauvoir principalement, d'intégrer ces deux moments en définissant la énéantisation comme principe d'existence de la conscience et en reconnaissant la facticité comme condition préalable nécessaire de la transcendance, donc de la liberté. Ainsi le principe de la liberté contingente devient le fondement ontologique de l'existence humaine, rendant possible l'autonomie de la liberté pour l'être dans le molide et face aux autres. Autrement dit, l'unique possibilité d'atteindre l'autonomie authentique de l'existence consiste dans la reconnaissance de ce principe contingent de liberté, car la liberté authentique ne peut se réaliser qu'en accord, en harmonie, avec ses conditions de possibilités ontologiques. C'est seulement ainsi que la liberté peut se réaliser dans son autonomie authentique. Autrement dit, la contingence du principe de énéantisation de l'être est la condition nécessaire préalable pour la liberté. Elle conditionne la liberté se réduisant, en rendant possible l'autodétermination autonome de la liberté de l'individu. Cette autonomie ne peut se manifester que dans le contexte de la facticité, de la énéantisation et de la liberté de la conscience. Ainsi la contingence de la conscience jetée au milieu de l'être est la condition de sa liberté. En un mot, une conscience est nécessairement fixée et libre parce qu'elle est finie. Cette finitude atteint donc dans la finitude contingente la condition nécessaire de sa liberté et de son existence. Ma contingence est nécessaire à ma liberté, mais ma liberté assume ma contingence. En un mot, ma liberté reprend en elle et fonde la condition nécessaire de mon existence. Ma liberté donne la dimension de liberté à ce qui était nécessité, et la contingence donne la dimension de nécessité à ce qui était liberté indéterminée. La contingence se transforme en autonomie. Cette contingence devrait plutôt être considérée comme une chance et non pas comme un malheur. Une chance pour que mon projet l'éclaire et la valorise comme ce qui a permis mon projet. Par là seulement du neuf peut venir au monde. 38 Ce neuf, cette nouveauté ne peut pourtant être que le résultat de mon effort de réaliser mon projet, c'est-à-dire de la praxis du sujet, du moi, qui est finalisé mais dont le résultat peut être modifié en fonction de la contre-finalité provoquée par le pratico-inerte. VI Liberté, valeur et authenticité. Pour revenir au problème des valeurs. Comme pour Sartre, la liberté ne désigne pas seulement le contraire absolu d'un déterminisme hétéronome, mais aussi la possibilité réelle d'esquisser, de réaliser une action et un but, à partir de mon projet et à partir de la facticité contingente de mon existence comme être dans le monde, dans l'autonomie, et non pas dans l'hétéronomie. Les valeurs de cette action menée par la liberté sont automatiquement attribuées à l'existence humaine concrète et contingente. Et cette valeur est absolue en soi, par rapport à ma propre existence, et relative par rapport aux autres. 39 Par conséquent, la liberté consiste chaque fois dans la reconnaissance de l'existence concrète comme lieu de la liberté autonome, car l'autonomie n'existe qu'exclusivement que sous la forme du conditionnement contingent. C'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas pour Sartre de transformer une forme spécifique de la liberté en norme, mais la norme consiste plutôt dans la possibilité de conduire chaque détermination autonome à l'authenticité. Par conséquent, l'autonomie atelique consiste dans la possibilité de détermination de la liberté pour son principe contingent qui est la condition de possibilité de l'existence libre. L'authenticité n'est donc pas fondée sur un idéal de liberté, ou sur la liberté ontologique par laquelle la conscience se découvre dans sa réflexion pure, mais exclusivement sur les données du principe de liberté par lesquelles la conscience se réalise et s'autodétermine avec ses choix. Bien sûr, cette définition peut susciter le questionnement critique, comment l'homme peut réellement commencer son processus d'émancipation, pour dépasser l'état de la conscience malheureuse et pour vivre la liberté dans sa radicalité authentique, si la détermination des valeurs, comme fondement de toute perspective morale, a lieu exclusivement dans le domaine de l'idéalité, et si en conséquence... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres,
Utilisez le lien dans la description de la vidéo.